Bonjour chers amis, bienvenue à la chronique du panafricanisme. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur une grande figure du panafricanisme. Je voudrais vous parler d'une figure historique, mythique, mais souvent oubliée du panafricanisme. Il s'agit d'Amilcar Cabral. Pour cerner Amilcar Cabral, il faut saisir le personnage sous 3 dimensions. La première dimension est essentiellement cognitive. La deuxième dimension est essentiellement révolutionnaire. Et la troisième dimension est essentiellement idéologique. Pour parler de la dimension cognitive, allons-y fouiller dans les trajectoires scolaires, les trajectoires formationnelles et les trajectoires professionnelles d'Amilcar Cabral. Amilcar Cabral est né en 1924 en Guinée-Bissau d'un père instituteur et d'une maman couturière. Amilcar Cabral ne s'est pas très tôt sociabilisé avec la scolarité et à 10 ans d'ailleurs, il se retrouve du côté du Cap-Vert pour poursuivre ses études. Et en poursuivant ses études de ce côté jusqu'au niveau secondaire, Amilcar Cabral va se voir octroyer une bourse qui va le conduire à Lisbonne. Une fois à Lisbonne, Amilcar Cabral, qui choisit de mener des études d'agronomie pour en sortir finalement ingénieur d'agronomie, se socialise avec quelques amis qui mettent à sa disposition une bonne brochette bibliographique d'auteurs révolutionnaires. Il prend une active part à des rencontres avec ses camarades qui l'amènent à gauche et à droite pour discuter avec certains et voir dans quelle mesure il peut opérationnaliser la révolution une fois retourné chez lui en Guinée-Bissau. Mais une fois retourné en Guinée-Bissau, d'abord en 1952, parce qu'il y fera 2 tours, en 1952, il retrouve la fonction publique de ce côté-là, il sent qu'à la réalité, son destin ne le prédestine pas derrière un bureau. Et une fois reparti à Lisbonne et retourné en 1954, il entreprend de faire le tour du pays. Et habité par sa passion de l'agronomie, habité par sa passion de la terre, Amilcar Cabral discute avec son peuple. Amilcar Cabral essaie de toucher du doigt les réalités de son peuple, dont il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas une jonction entre l'économie, entre le social et même entre justement la faisabilité financière. Le niveau de vie est si asymétrique qu'il ne comprend pas qu'une élite bourgeoise, embourgeoisée, oligarchique, contrôlée par le colon portugais au niveau de Bissau, confisque toutes les richesses et laisse mourir le petit peuple guinéen. Et c'est ainsi qu'Amilcar Cabral, en compagnie de son frère Luis Cabral et de 5 amis, vont se mettre autour d'une table pour créer, et là je suis là sur le pan idéologique, pour créer un parti politique qui va s'appeler le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Dans ce parti, Amilcar Cabral fera un véritable instrument idéologique au service de son peuple. Après avoir sillonné, et lui qui connaissait presque les réalités des peuples guinéens et du Cap-Vert, il saura qu'à la réalité, le destin de ces peuples-là ne se trouvait qu'en le panafricanisme. Mais comment concilier un peuple à la fois insulaire, c'est-à-dire le Cap-Vert, et un peuple continental, c'est-à-dire la Guinée-Bissau? Amilcar Cabral, qui s'inspire et qui observe attentivement ce qui se passe en Guinée-Conakry avec ses Touré et au Ghana avec Kwame Nkrumah, va s'inspirer en regardant leur trajectoire politique et idéologique pour voir dans quelle mesure effectivement, cela pourrait l'aider à sortir son peuple de l'ornière de la précarité. Mais, d'un point de vue révolutionnaire, et là c'est le 3e point, Amilcar Cabral a un maître à penser, et son maître à penser c'est Frantz Fanon. Il a beaucoup lu les ouvrages de Frantz Fanon. Un ouvrage l'a particulièrement intéressé, c'est celui sur la révolution algérienne. Bien que la révolution algérienne ne soit pas la même histoire que ce qui pourrait se faire en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, il sait au moins qu'il peut y puiser quelques ingrédients pour les adapter à la réalité sociologique de son pays et voir dans quelle mesure effectivement sortir son peuple de la précarité. Et donc, il suit stratégiquement les conseils du Martiniquais, Frantz Fanon, et il veut s'approprier des outils de lutte marxiste dont il découvre, dont il puise dans ses nombreuses lectures. Et la suite,
c'est que, alors qu'il observe très attentivement ce qui se fait en Guinée-Conakry, notamment avec l'indépendance sans heurte, sans effusion de sang, en 1958, en Guinée-Conakry de Sékou Touré, il tombe d'admiration. Et il se dit que cela pourrait se faire exactement en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Il regarde ce qui se passe au Ghana et il voit que de ce côté-là, Kwame Nkrumah vient d'arracher une indépendance. Il se dit exactement, il se retrouve à rêver et se dit que cela peut se passer également sans effusion de sang. Mais il doute sur la capacité du Portugal, notamment de l'armée portugaise, notamment de la police portugaise, à négocier, à discuter avec lui et à le laisser effectivement les mains libres dans cette quête d'indépendance des deux pays. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que finalement, son doute va le rattraper et va lui donner raison. Puisque un an seulement après l'indépendance du Ghana, c'est-à-dire en 1959, un événement malheureux, triste, qui reste dans la mémoire collective des Africains, va frapper la Guinée-Bissau. Le massacre de Pidjigouiti. 50 morts en une seule journée, près de 300 blessés graves, sous les mains d'une répression barbare de la police portugaise et de l'armée portugaise en Guinée-Bissau. Ce sera la goutte de sang de trop qui va décider Amilcar Cabral à se lancer dans une guérilla, dans une version armée justement du PAIGC. Et qu'est-ce qu'on verra? Ce qu'on verra, c'est que Amilcar Cabral va, après seulement quelques mois, mettre à sa disposition et recruter 6 000 combattants, tenez-vous tranquille, de ses propres mains. C'est-à-dire qu'en faisant le tour de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Amilcar Cabral va recruter 6 000 combattants prêts à assumer son idéologie, à accompagner l'implémentation de sa vision et à prendre les armes contre le colon portugais. Et c'est ce qui va se faire, puisque en 1963, exactement en janvier 1963, la guerre de libération est enclenchée avec férocité en Guinée-Bissau. Laquelle guerre de libération va opposer d'un côté l'armée et la police portugaise qui était très bien nantis en matériaux et en logistique par rapport à la pauvre armée ou alors à la pauvre guérilla, aux pauvres hommes de terrain du PAIGC qui, eux, étaient munis d'un matériau rudimentaire, des armes de fabrication locale. Mais que pouvaient-ils faire? Mais alors, quelque chose fera la différence. Qu'est-ce qui fera la différence? Amilcar Cabral va adopter une stratégie toute simple qu'on va appeler, et d'ailleurs laquelle stratégie est enseignée aujourd'hui dans les écoles de guerre et chez tous les polémologues. Laquelle stratégie va être appelée le centrifuge, la stratégie centrifuge. Amilcar Cabral dira ou alors mettra sur pied une stratégie qui imposera à ses combattants de partir des grands centres urbains pour se mietter à l'intérieur des zones rurales, des périphéries rurales. Parce que, entre-temps, l'armée coloniale portugaise et la police coloniale portugaise avaient plutôt fermé les frontières avec le Sénégal, la frontière avec la République de Guinée-Conakry, et se disait que le massacre serait fait tranquillement à l'intérieur. Ce qu'ils n'avaient pas imaginé, ces colons-là, c'est qu'entre-temps, Amilcar Cabral, qui avait eu le temps d'imprégner son idéologie auprès de son peuple, avait eu le temps de donner des consignes pour que les vivres qui ravitaillaient systématiquement les grandes zones urbaines, que ces vivres-là soient coupés. Et c'est ainsi que ces vivres-là vont systématiquement être coupés de manière à ne plus ravitailler le colon. Et le colon, après certaines dates, se retrouvait donc privé de ravitaillement et cela donnait de l'effet sur le terrain. Puisque même après l'arrivée de l'OTAN, qui est venue en soutien à cette armée portugaise, ce qu'on verra, c'est que effectivement l'armée, la guérilla, la branche armée du PAIGC prendra le dessus. Alors, tenez-vous tranquille, cette guerre de libération qui va durer pas moins d'une dizaine d'années va conduire à la défaite, à l'échec cuisant, je dis bien l'échec cuisant d'une armée coloniale portugaise qui avait pourtant tout pour massacrer justement les combattants d'Amilcar Cabral. Mais c'est plutôt l'inverse qui se produisa. Et pourquoi l'inverse se produisa? Simplement parce qu'il y avait du côté d'Amilcar Cabral de jeunes hommes, de jeunes femmes nantis de courage,
motivés par le courage et la témérité d'aller vers un idéal panafricain, de se mettre ensemble afin de se libérer de l'emprise coloniale qui, comme le disait Amilcar Cabral, était le préalable pour une aspiration libre, pour une aspiration fédérale. Amilcar Cabral le répétait et s'inspirait justement des lectures, de ces lectures marxistes pour réitérer sa position, savoir que les luttes sociales sont les luttes qui prédisposent à une détermination plurielle, à une détermination future. Et malheureusement, en 1973, c'est-à-dire 10 ans exactement après l'enclenchement de la guerre de libération, Amilcar Cabral, alors qu'il est en repli stratégique dans la ville de Conakry, au retour d'une soirée où il avait répondu favorablement à une invitation de l'ambassadeur de Pologne à Conakry, étant retourné chez lui, il retrouvera des militants dissidents, lesquels l'attendaient à l'entrée de chez lui et le sommeront de les suivre. Après le refus d'Amilcar Cabral de suivre ces derniers, il sera abattu de sang-froid par ses anciens camarades, par une branche des dissidents dont l'histoire nous révélera qu'en réalité, ils avaient été infiltrés par la PID, la police coloniale portugaise, la police de renseignement, qui s'est chargée d'infiltrer justement quelques combattants dans ces missions, dans ces groupes de lutte révolutionnaire. Mais ce qui démontre, malgré la mort de ce grand panafricaniste, qu'à la réalité, il avait une vision et savait tous les risques qu'il encourait, c'est que, tenez-vous tranquille, un an seulement avant sa mort, il va prononcer un discours mémorable, un discours de forte prémonition aux obsèques du leader charismatique ghanéen Kwame Nkrumah. C'était en 1972. Kwame Nkrumah venait alors de décéder en Roumanie, à Budapest, en Roumanie, et Amilcar Cabral, qui avait eu le plaisir de dire nos raisons funèbres à l'occasion des hommages rendus à Kwame Nkrumah, dira lors de ses obsèques que le mal des luttes de libération en Afrique aujourd'hui, c'est le cancer de la trahison. Je répète, il dira, le mal des luttes de libération aujourd'hui, c'est le cancer de la trahison. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. En prononçant ce discours, jamais Amilcar Cabral n'avait imaginé que, en réalité, ce qu'il dénonçait de façon prémonitoire s'appliquerait à lui-même un an seulement après, de la façon la plus prophétique que ce soit. Amilcar Cabral ne savait pas que lui-même ne verrait pas les indépendances pour lesquelles il s'était battu, puisque, étant tombé sous le coup des balles de ses camarades infiltrés en janvier 1973, la Guinée-Bissau retrouve finalement son indépendance le 24 septembre 1973. Donc quelques mois après que le héros de la lutte de cette indépendance-là soit tombé. Et le Cap-Vert, juste à côté, retrouvera son indépendance en 1975. Voici donc une figure qui, à nos yeux, incarne le mieux l'histoire du panafricanisme dans l'empire colonial portugais. Je me reprends. Amilcar Cabral est aujourd'hui la figure la plus courageuse, la figure la plus téméraire, la figure la plus illustrative qui incarne le mieux l'histoire du panafricanisme dans la mémoire collective des Africains au niveau de l'empire colonial portugais. C'est donc une figure qui mérite d'être revisitée, une figure qui mérite d'être ressuscitée, dont les approches, la vision méritent d'être cernées, méritent d'être épousées par la nouvelle génération de néo-panafricanistes afin qu'ils poursuivent la lutte des pères fondateurs, des pères visionnaires du panafricanisme, sans lesquels toute lutte, tout engagement panafricain aujourd'hui est voué à l'échec. Il faudrait absolument marcher sur les sillons, sur les plates-bandes définies par ces pères visionnaires du panafricanisme qui se sont engagés, qui ont laissé de leur sang et dont la mémoire historique nous interpelle, dont la mémoire historique nous montre des signaux, dont la mémoire historique panafricaine nous trace la trajectoire pour aller finalement vers la libération totale d'une Afrique qui ne peut se faire que par ce que rappelait Kwame Nkrumah, à savoir la consécration des États-Unis d'Afrique. Parce qu'en réalité,
le destin de l'Afrique, dans sa version de l'unité africaine, c'est les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique ne sont pas une option, mais sont un impératif. Les États-Unis d'Afrique ne sont pas une option, mais un impératif. Le principe, aujourd'hui, est à l'unité. C'est les Africains qui continuent de penser qu'ils constituent une exception qui fait la règle. Mais qu'ils se détrompent. Le monde aujourd'hui fonctionne en bloc. Ce sont les blocs qui s'imposent. Ce sont les blocs qui résistent. Ce sont les blocs qui existent face à d'autres. L'Afrique aujourd'hui, c'est des petits pays en un seul pays. Alors que les travaux de Cheikh Anta Diop nous ont démontré son unicité culturelle. Kwame Nkrumah nous a démontré qu'on peut faire l'expérience d'une unicité politique avec la fédération Mali-Ghana en 1958 et même Amilcar Cabral nous a fait la démonstration de ce qu'on pouvait porter un instrument idéologique avec le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert qui justement avait pour but idéal, pour but principal d'unir deux pays qui malheureusement aujourd'hui restent deux entités. Une entité insulaire, le Cap-Vert, qui est un pays qui pense contenir une indépendance, qui est en réalité une indépendance fantoche, et à côté, une entité continentale, la Guinée-Bissau, qui pense être indépendante, mais dont aujourd'hui, elle doit se réapproprier sa véritable indépendance en conquérant, en travaillant pour une unité qui peut aller par regroupement, mais qui épouse le sens et la vision de son père, ou alors du père fondateur de sa lutte d'indépendance, Amilcar Cabral. Mesdames et messieurs, c'était très intéressant de vous entretenir sur l'histoire du panafricanisme versus Amilcar Cabral. Il y a quelques méandres que je pourrais vous donner dans des conférences à venir qui s'annoncent très très prisées parce que nous comptons réexhumer, nous comptons ressusciter, nous comptons amener la jeunesse africaine de Guinée-Bissau, d'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique à s'approprier de cette figure d'envergure du panafricanisme. Amilcar Cabral, tombé sous le coup d'une traîtrise de ses camarades infiltrés par la police portugaise à l'âge de 49 ans. Il s'est engagé en politique, il s'est engagé idéologiquement à l'âge de 30 ans. Dès son retour d'Europe, il aurait pu tout gagner. Il avait une carrière pourtant toute tracée, mais il a décidé de s'engager politiquement, idéologique pour le bénéfice de l'Afrique. C'était une figure que nous trouvons inspirante et que nous avons voulu soumettre à votre conscience collective. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre chronique sur le panafricanisme. Je suis le docteur David Eboutou, je suis militant et chercheur pour des questions de panafricanisme. À très bientôt.